monsieur, vous avez parlé du goût chinois. Quel est-il, s'il vous plaît? Alors, le coût de production d'une bouteille aujourd'hui en Chine est... Pardon? Et le goût. Ah, le goût, je pensais le coût. Bon. Alors, le goût chinois. Alors, le goût chinois, mais je pense que Bernard pourra répondre beaucoup mieux que moi à cette question. Oui, le goût chinois évolue très vite, parce qu'il est d'ailleurs fasciné dans la manière. Donc, si effectivement la première fois, il n'hésite pas à mettre du Coca-Cola dans le vin, comme beaucoup de caricatures dans le monde entier. La deuxième fois, il comprend très très vite. Donc, j'ai animé plusieurs dîners donc, il y a 15 jours. Et donc, on est dans une vitesse assez prodigieuse de compréhension, que ce soit d'ailleurs en Chine ou dans les têtes de pont comme Hong Kong. Par exemple, je monte une grande dégustation sur les grands Bordeaux à Hong Kong. 250 personnes dans la salle, les vins étaient à l'aveugle, donc ici, donc pour eux et pour moi. Là, il y avait 150 personnes qui ont trouvé où était le mouton au Chili. Ici, à l'aveugle. Je pense qu'à Paris, il n'y en a pas 5. Donc, qu'on ne se trompe pas, donc ici, donc, sur le niveau. Donc, en tout cas, donc, ça évolue très vite et les sites internet donc, prennent beaucoup d'importance. Il y a des dégustations qui se créent partout. Il y a à Shanghai, donc, il y a la Wine Gallery qui vient d'ouvrir, avec des immeubles qui sont totalement dédiés au vin. Ici, avec souvent 5 niveaux de restaurants. Avec des, donc on est donc dans un monde qui évolue, mais alors à chaque fois donc, de manière impressionnante. Oui. Alors ça c'est enfin, je partage tout à fait cette présentation, si ce n'est que c'est plus anecdotique, mais dans l'histoire, et l'histoire récente, mais à peu près dans les années 80-90 en Chine, moi j'avais été très étonné de la façon dont les gens buvaient du vin. Et notamment on faisait du vin par exemple avec de l'oignon. Ça sonne très bien les yeux. Donc si vous avez mal aux yeux, vous faites macérer de l'oignon dans du vin pendant 1 ou 2 ans, et puis vous buvez ce vin et vous êtes guéri des mal aux yeux que vous avez. Mais il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et donc il y a un usage du vin qui était aussi un petit peu pour des raisons médicales. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un usage du vin qui est sur le goût, qui est très lié au terroir. Alors moi je vois par exemple nos vins de Chandon, les vins blancs notamment sont assez iodés, et les vins rouges ont une particularité que je suis incapable de vous décrire, mais enfin qui plaisent aux Chinois, et ce qui justifie le prix que l'on vend, et ce qui justifie aussi l'étonnement qu'ont les plus grands dégustateurs du monde qui viennent les déguster en disant qu'une fois finalement qu'on dit que c'est bien fait, qu'il n'y a pas de défaut, qu'il y a enfin, tous ces trucs que disent les très grands œnologues et dégustateurs, et je suis un tout petit garçon devant eux, et donc je les admire, la façon dont ils arrivent à les décrire. Mais ils disent finalement ils ont quelque chose de particulier qui plaît, et qui plaît aux Chinois. Et souvent c'est assez amusant, les Chinois, vous leur donnez quelques grands vins de très grands crus, et puis vous leur donnez des vins chinois de grands crus aussi, ils vont assez naturellement aveugles s'intéresser davantage aux vins chinois. Merci. Il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Chandon est connu pour être balayé par les vents de la mousson au moment de septembre-octobre. Comment parvenez-vous à contrecarrer les effets d'humidité très forte éventuelle au moment des récoltes? Alors, oui, là, ça va donner. Il y a plusieurs problèmes, effectivement. Le fait qu'il y ait des moussons importantes avec une pluviométrie très forte en très peu de temps, en soi, c'est pas très grave si on arrive à avoir des sols très filtrants et si on arrive à avoir des traitements pertinents que l'on peut faire rapidement. Nous, la chance qu'on a eue, c'est aussi on a importé des appareils de traitement très puissants, c'est des Berthoud qui ont des turbines, qui envoient des microbulles à 350 km/h et qui vont pénétrer complètement à travers les feuilles, qui vont pénétrer partout, et on arrive à peu près en une journée, très facilement, à traiter très convenablement 25 hectares. Donc, et il n'y a pas de problème, on peut commencer à traiter le soir, le matin, avant une pluie ou après une pluie, et on peut le faire très rapidement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on a réussi à faire, c'est notre système d'enherbement, qui arrive vraiment à récupérer toute l'eau et à bien la drainer. Et après, il y a certaines maladies dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, notamment qui sont des maladies qui sont un peu qu'on connaît dans le reste du monde, mais qui sont indigènes. Je pense notamment à l'anthracnose, qu'on connaît peut-être pas forcément beaucoup d'agriculteurs, qui sont dus aux cacahuètes. Parce qu'il y a beaucoup de paysans qui cultivent dans le rang, qui cultivent des cacahuètes. Le cacahuète crée de l'anthracnose, qui est une espèce de champignon, qui a la particularité, la particularité suivante, c'est qu'il s'installe dès les 3 premières feuilles, il est latent, et après, en peut-être 12 heures, 13 heures, il arrive à tout sécher. Donc vous pouvez vous plomber une récolte comme ça très rapidement. Et là, les paysans chinois sont très inquiets, ils ne savent pas comment il faut faire. Mais tous les viticulteurs dans le monde sont les mêmes, puisque mon associé chinois a fait des recherches très importantes, et on a trouvé, grâce à l'université de Yantai, avec, je ne sais pas quoi, un microscope électronique, on a su identifier ça. On a trouvé, on sait que ça se trouve au Minnesota, notamment au Canada, ce type de maladie d'anthracnose, on trouve très peu en France. On a trouvé une molécule active pour le faire, et donc j'avais proposé à mon associé de faire une publication en disant, voilà,
le château Riffin-Gauzias a trouvé le produit miracle pour lutter contre l'anthracnose. Il m'a dit surtout, tu ne dis rien. C'est notre savoir-faire, il ne faut rien dire. Donc on voit beaucoup de vignerons en Bourgogne ou à Bordeaux, quand ils ont un bon truc, ils ne le disent pas, et bien finalement on fait pareil. Le monde est un peu partout pareil. Bien, merci. Je propose qu'on arrête les questions là. Il y a un coup après pour poser toutes les questions que vous avez tout à l'heure. Et donc Anne Busson, elle représente vous représentez Vinexpo. Donc Vinexpo qui démarre, le grand salon professionnel ici donc à Bordeaux donc, dans 10 jours, mais aussi donc ici donc avec une grande expérience, en particulier à Hong Kong. Je vais juste resituer quand même Vinexpo. Effectivement, on a créé ce salon à Bordeaux en 1981. C'est un salon professionnel qui rassemble les vins et spiritueux du monde entier. Donc on a des exposants qui viennent représenter à peu près 45 pays. Et on a des visiteurs qui aujourd'hui, mais qui aujourd'hui ont à peu près 50 000 visiteurs professionnels de 135 nationalités. Ce salon, une fois créé en 81, effectivement, a pris de l'ampleur, a pris sa place, une place de leader, et a décidé à un moment donné de créer une petite sœur, et que cette petite sœur soit itinérante. Parce que l'idée au début était d'avoir un salon, j'ai oublié de vous dire que le salon a lieu tous les 2 ans. Effectivement, l'année où il n'y avait pas de salon à Vinexpo ou Bordeaux, était de faire un salon à l'étranger. Comme toutes les histoires, parce que M. Ozia nous a raconté une belle histoire, c'est vrai que le début de l'histoire n'est jamais très facile en fait. Et quand on a expliqué aux Bordelais qu'on allait faire un salon à l'étranger, c'était pas forcément non plus évident. Tout le monde nous a dit qu'on allait déshabiller la grande sœur pour habiller la petite sœur. On a eu beaucoup de réfractaires d'ailleurs à Bordeaux mais aussi ailleurs. Le choix sur Hong Kong, parce que le premier salon a eu lieu en 98 à Hong Kong, n'était pas non plus évident, puisqu'à l'époque, en 98, il y avait encore 80% de taxes sur les vins à Hong Kong, alors que depuis 2003, me semble-t-il, il n'y a plus de taxes. Ça a été un salon qui était le premier salon, en fait, réalisé à Hong Kong, quand Hong Kong s'est rattaché à la Chine. Premier salon chinois, finalement, parce qu'on parle de Hong Kong, mais c'est vrai quand même la Chine. Le salon, et depuis, je passe très vite les épisodes, le salon étant itinérant, on l'a fait un peu partir vers le Japon, un peu aussi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on allait chercher les pays émergents. Parce que la base était là, c'est qu'en fait, on faisait le salon sur une région de production, et le premier pays de production au monde. L'idée, c'était d'aller nous déplacer en partie sur des salons où la consommation était émergente et la croissance très forte. Parce qu'aujourd'hui, la croissance de consommation est tirée par les États-Unis, par la Chine et par la Russie, dans les 3 premiers pays. Donc, depuis 2006, après avoir donc fait des tours, le salon s'est définitivement installé à Hong Kong et a lieu tous les 2 ans avec un boom qui est finalement assez parallèle au boom de la croissance et des importations des vins. C'est vrai qu'on avait négocié pour que ce salon ait lieu dans un endroit qui soit non touché par les taxes, qui nous permettait effectivement de présenter l'ensemble des vins sur un salon qui était hors douane en fait. On a milité, on n'est pas non plus à l'origine, mais on faisait partie du comité pour limiter la taxation sur les vins, qui d'abord est descendue à 40% puis à 0%. Voilà, pourquoi Hong Kong après? Hong Kong a un autre aussi intérêt, et surtout à l'époque avait encore plus d'intérêt, c'est que Hong Kong avait cette particularité de ne pas avoir il n'y a pas de difficulté tellement pour avoir un visa pour Hong Kong. Il n'est pas toujours la même chose pour aller en Chine. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. Donc on peut même se décider, c'est vraiment la place stratégique que vous venez de Singapour, que vous venez de Thaïlande, de Taïwan, et tous les marchés en Asie en fait sont florissants, parce qu'aujourd'hui, bon, on parle de la Chine, mais on est là quand même pour ça, mais c'est vrai que tous les petits pays aussi sont largement florissants, les statistiques le démontrent. Voilà, je vais rebondir aussi sur ce que disait tout à l'heure Bernard. Je crois qu'il y a une chose qu'on a vraiment vue nous dans notre salon, outre le fait qu'il y ait une vraie demande de la part de tous nos exposants pour retourner à Hong Kong, c'est en termes de visiteurs. Ce salon-là ne s'adresse qu'aux Asiatiques. On refuse, entre guillemets, des visiteurs qui viendraient du Canada, des États-Unis ou d'Europe, pour conserver effectivement sur ce salon-là des visiteurs asiatiques et concentrer la demande sur les visiteurs asiatiques.
Et là où je rebondis, c'est par rapport à la connaissance et à la vitesse de connaissances qu'ont, et notamment les Chinois, en matière de vin. C'est vrai que nos exposants ont été bluffés par leur capacité d'adaptation, leur capacité à reconnaître des vins, et très vite aussi à se structurer. Puisqu'on est rentré dans un marché au début qui n'était pas du tout structuré. Vous aviez raison, c'est vrai qu'ils étaient amateurs de grands crus, certes, mais ils recherchaient aussi peut-être plus, on va dire, un château ou une bâtisse, peut-être qu'un vin. Peut-être qu'ils le mélangeaient avec du coca, c'est vrai. Mais très vite, tout ça, en termes de connaissances de vin, ça a évolué, mais aussi en termes de structure de marché. Aujourd'hui, et particulièrement en 2012, donc l'année dernière, on a très bien vu dans les demandes des recherches sur des constructions de gamme, en fait. Ils étaient beaucoup plus dans une construction de gamme qui correspondait, en fait, à un marché derrière, avec des gens qui recherchaient des vins d'entrée de gamme, de moyenne gamme et de haut de gamme. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, c'est l'avenir. Ça permet d'avoir une place pour tout le monde et ça permet, pour nous, en tout cas, salon, d'avoir aussi une réponse pour l'ensemble de nos exposants. Voilà. Je vais le faire très très vite pour le coup, mais si vous avez d'autres... Est-ce qu'il y a des questions pour Anne? Bonsoir. Laurent Mouet, je suis producteur, négociant embouteilleur à Bordeaux. Donc ces salons m'intéressent. Je reçois à peu près 2 emails par jour venant de salons organisés en Chine et dédiés complètement au vin. Que fait Vinexpo au milieu de tout ça, parce que cette concurrence de plus en plus féroce, j'ai l'impression, pour gagner son image de marque, garder son image de marque, la développer et faire que ça reste la référence mondiale dans les... Je vous pose un peu de la question, parce que c'est vrai que c'est une question, je pense qu'on ne passe pas à côté de cette question très régulièrement. Alors, pour en revenir sur les salons, effectivement, beaucoup de salons se développent en Chine. On fait très attention à ce qui se développe, bien évidemment. Toute concurrence a du bon, ça c'est sûr. Certains sont certainement plus professionnels. Beaucoup sont sur des vins essentiellement chinois. Vinexpo, c'est vraiment une représentativité internationale. Producteurs bordelais, bien évidemment, mais aussi les producteurs de Nouvelle-Zélande, de Chili, d'Argentine, d'Espagnol, enfin bon. Donc ça, quoi qu'il en soit, et quel que soit le salon qu'on fera dans le monde, si on en fait d'autres, ça restera une vérité. Provine s'est installé à Shanghai. C'est associé en fait avec un salon food, qui sont mis en annexe. Ils ont l'année dernière occupé une place, et je pense que ça a d'ailleurs assez bien marché. Donc c'est vrai qu'il y a une demande, je suis d'accord. On y réfléchit largement, et d'ailleurs, dans une semaine, on annonce de grandes nouveautés pour 2014. Voilà, c'est un teasing, je ne peux pas trop en dire plus, mais effectivement... Dans une semaine, il y aura une annonce majeure de la part de Vinexpo. Voilà. Il y a une autre question? Oui, alors je voulais savoir si on pouvait comparer par exemple la culture que sont en train d'acquérir les Chinois sur le vin français à celle des Japonais dans les années 80. Est-ce que c'est la même rapidité? Est-ce que c'est constitué de la même manière? Moi, je la comparerais plus facilement à celle des Américains, mais il y a plus longtemps, parce qu'ils sont producteurs, beaucoup plus que ne le sont les Japonais. Donc je ferais plus un parallèle finalement avec les États-Unis d'il y a plusieurs années qu'avec le Japon. Parce qu'avec, si vous voulez, quand vous avez une culture de production de vin, vous consommez du vin. Et vous continuez de consommer du vin de toute manière. Vous avez, on est tous chauvins quand même. On a tous envie d'abord de découvrir ces vins, puis après d'aller vers aussi autre chose. Le Japon, pour nous, en tout cas en tant que salon ou observateur, on va dire, du monde vitivinicole, reste une place forte en Asie et reste un très beau débouché pour beaucoup de producteurs. Merci. Comme vous permet de faire une très bonne transition, puisque Castéja, qui est donc, à la fois producteur de plusieurs fruits classés, et même de premiers fruits classés, donc à Saint-Emilion, à Choyac, ensuite président des fruits classés, qui est en Chine et dans les pays asiatiques donc, depuis de nombreuses années. Donc, justement, ça permet de voir où se situe la Chine par rapport aux autres pays asiatiques. Et donc, vous êtes en fait tout à fait à poser répondre à cette question. Merci.
avant de parler un peu de Chine, mais j'ai pas fait de plan, je n'ai rien apporté, je suis rentré hier soir de Tokyo. Donc, je vais vous dire un mot sur ma connaissance du Japon et celle de la Chine. En fait, je connais le Japon depuis plus de 40 ans, donc j'ai une petite culture, une petite idée, et c'est vrai que ça se ressemble quand même pas mal, et parce que, par opposition, je veux dire, aux États-Unis, c'est une question de culture. Il faut se rappeler que les Américains sont d'une culture judéo-chrétienne et que les Japonais, comme les Chinois, n'en sont pas. Donc, le phénomène du vin, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Ils connaissaient bien entendu le vin, ils connaissaient le vin d'alcool, le vin de riz, le vin de toutes sortes, mais pas le vin de raisin. Donc, le vin de raisin, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau. Puisque je connais bien, enfin, je connais pas bien l'Asie, je vais en Asie depuis longtemps, je dirais que quand j'étais dans ma jeunesse, la grande question, c'était qu'il y avait deux choses qui nous faisaient rêver, c'est de dire je veux vendre une demi-bouteille de vin à chaque Chinois qui existe et je prendrai ma retraite. Ça, c'était la première chose. Finalement, je crois qu'on va finir par l'avoir. Et la deuxième, c'était qu'est-ce qu'ils vont boire. Les paris étaient ouverts. Tout le monde disait les Chinois vont boire du blanc doux, du rosé, parce que c'est ni blanc ni rouge. Personne n'a parié sur le vin rouge. Je rappellerai qu'un des premiers producteurs, un des premiers à avoir planté des vignes, ou une des premières sociétés à avoir planté des vignes en Chine, c'est Rémy Martin. Rémy Martin a planté un paquet de vignes en partenariat avec les Chinois. Et quand ils avaient planté, ils ont planté surtout beaucoup de vins blancs et très peu de vignes rouges. Ce que l'on regarde aujourd'hui, c'est que le marché chinois, je n'ai pas les statistiques, M. l'a dit très bien, il n'y a pas beaucoup de statistiques en Chine. Je pense que le marché du vin chinois est à 80% au moins rouge, si ce n'est pas 90%, mais quasiment pas. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qu'on peut dire sur le marché chinois, c'est que c'est un marché absolument extraordinaire qui a été travaillé en fait depuis longtemps, parce qu'on vend du vin et les Bordelais, s'ils ont les cépages atlantiques, les cépages bordelais, plutôt, sont là depuis longtemps. Et nous vendions du vin en Chine autrefois, il y a 40 ans, par l'intermédiaire du monopole chinois qui s'appelait Oil and Cereals, qui a listé, dont les descendants sont Kofco, si vous voulez, aujourd'hui, qui a listé les produits qui étaient importés depuis longtemps. Donc il y a une vraie culture, et ce sont les Français, c'est vrai que ce sont les Français qui ont démarré. Les Français ont démarré d'abord avec les spiritueux, donc avec le cognac, puisque le cognac était une boisson extrêmement répandue dans tout le sud-est asiatique. On faisait des dîners au cognac, la finalo autrefois en Indochine, à Saigon, et donc c'est un produit qui était connu par les Chinois, qui étaient donc les grandes maisons que ce soit NC ou Rémy Martin ou à Martel, vraiment c'est eux qui ont travaillé. Les gens du vin, et notamment de Bordeaux, parce que Bordeaux c'est quand même 25% de la production des appellations contrôlées françaises, et que c'est donc la plus grande région viticole avec 6 millions d'hectares. Donc c'est une région qui exporte et qui exporte depuis la nuit des temps. Donc il y a une tendance à ce genre de choses. Et nous sommes allés en Chine. Pourquoi est-ce qu'on a vendu des grands vins? Parce que bien entendu, quand on vend des produits, les premiers marchés que vous connaissez aussi bien la Chine que moi, ou mieux, vous savez que les gens qui commencent à consommer des produits étrangers sont les gens qui ont du fric. Ce pas les gens qui sont dans la rue avec 100 sous. Donc ce qui a été vendu, c'est des produits chers, des produits haut de gamme, et ce sont les grands crus, et les grands crus notamment de 1855, parce que ce sont des entités avec l'image la plus forte qui ont pu et qui ont ouvert le marché de Chine à tous les produits, tous les vins du monde, je dirais, aujourd'hui. Il faut rappeler que le marché chinois est un marché qui est tenu par les Français à 70% pour le vin. Si on prend le marché de Hong Kong et de la Chine, ça représente 800 millions d'euros.
Et ça représente en France, je dirais, en travail, en induit et en direct, à peu près 20 000 emplois. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, depuis ce matin, je réponds à pas mal d'interviews sur le problème de savoir si les vins français vont être touchés par ce problème des droits de douane qui pourrait apparaître un peu plus fort. Donc c'est quand même une vraie question pour la France, c'est une vraie question pour l'ensemble de la viticulture, c'est une vraie question pour Bordeaux aussi, puisque entre 60 et 70% du volume français vient de Bordeaux. Et je pense qu'aujourd'hui ou autrefois, je vous invite à inviter Pierre Castel, qui, je pense, lui tout seul, représente 50% du marché, et doit ou 40%, et une petite idée, je pense, sur ce qu'il faut faire en Chine et ne pas faire. Un dernier point pour vous dire comment, et M. Zess en a bien parlé, le marché chinois, il y a eu tout un tas de sociétés fondées par, comme toujours dans ces pays-là, quand ça démarre, par tout un tas de gars, soit des Français, soit des Australiens, soit des Américains, soit des Autrichiens, enfin, des gens qui étaient sur place. Ces sociétés ont plus ou moins plutôt évolué, et c'est vrai que le marché chinois est complètement en train de se changer. Il n'a plus d'ailleurs la croissance qu'il avait il y a 3 ans, on était à plus de 100% de croissance, on est descendu à des taux de croissance qui sont de l'ordre de 20, et je pense que peut-être que pendant 1 an, on risque de voir une croissance quasiment nulle, 1,0, s'il n'y a pas trop de problèmes, je dirais, politiques. Ceci parce que le marché, en fait, est un marché qui est en train de s'organiser. On était en face d'un marché complètement fou. On a commencé par vendre du vin, où ça, bien là où les Occidentaux vont. Ce que l'on pensait, imaginer, était possible. C'est-à-dire toute la restauration et tous les hôtels internationaux ou de type occidental. Et puis ceci, ça a beaucoup évolué. On a commencé à avoir du vin de consommer dans des lieux de consommation chinois, c'est-à-dire des restaurants, etc. Simplement, les Chinois ne consomment pas exactement comme nous. Ils consomment en levant leur verre, comme vous savez, chacun, et on ne boit pas tout seul. Comme nous buvons nous-mêmes, on boit toujours en trinquant avec quelqu'un. Donc ça change les habitudes de consommation. Je pense que les Chinois vont changer de consommation. Ils changent très très vite, ils apprennent très vite, ils ont une grande culture, ils connaissent très bien, et ils ont beaucoup d'admiration pour la France. Donc c'est une grande chance pour vous tous. Nous savons que le premier poste de balance des paiements de la France, c'est Airbus. Le deuxième, ce sont les vins et spiritueux. Donc 11 milliards de positifs. 11 milliards, merci. Voilà c'est ce que j'ai à vous dire. Donc la Chine, la distribution n'est pas faite, elle n'est pas organisée, elle commence à se faire, mais c'est difficile de construire région par région parce que les Chinois ne sont pas très disciplinés. Donc, si vous voulez organiser par région, ils ont toujours un copain d'un autre côté, et donc ça fait des distorsions un peu compliquées à gérer. Donc c'est une approche différente. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas aborder la Chine comme un pays, parce qu'il y a beaucoup de Chine. C'est quasiment un continent, donc le chinois du Nord est exactement comme celui de Canton, et je crois qu'il faut regarder, réfléchir, prendre son temps. D'ailleurs, la Chine est millénaire, et je pense que le pouvoir est au bout du fusil. Merci. Est-ce que vous avez une question pour Philippe Castella? Oui. Monsieur le Président, vous avez fait une intervention très très fine entre le judéo-chrétien et le reste. Il y a mes vieux amis d'Annecy depuis longtemps se sont rendus compte tout d'un coup d'une chose extraordinaire, mais ensuite on est là hier, les gens s'en sont rendus compte plus. C'est qu'en Chine, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit. C'est un cadeau qui a une valeur extraordinaire, et c'est donc quelque chose qui sort de notre commun. Ce qui fait que les grands crus ou les grandes marques de cognac, il y en a deux à l'heure actuelle, organisent des sales à Christie's ou ailleurs
où ça part à 100 000 $ Hong Kong ou autre, et à ce moment-là, les Chinois, ils veulent alors évidemment des vins très très spécifiques. Je ne parle que de la crème. Il y a donc une espèce d'isocan d'indifférence, c'est-à-dire plus c'est cher, donc il y a une bagarre dans les duties, entre Camus, etc., pour qu'on soit toujours le plus cher, car c'est le plus cher qui est acheté, ce qui est pas tellement à la mode dans notre République française. Je crois que vous avez raison, j'ai mis aussi, nous avons tous le but d'ailleurs de parler, en Asie, il y a, mais c'est la même chose au Japon, c'est la même chose dans à peu près tous les pays d'Asie, il y a deux saisons de cadeaux, une saison qui est l'été, enfin ou à l'automne, et une saison qui est l'hiver, qui correspond à un nouvel an chinois, un nouvel an vietnamien, ou un nouvel an, je dirais, normal pour les Japonais, et puis une autre en été. Donc là, c'est très très important de faire les cadeaux, et bien entendu, le cadeau est cher, mieux c'est, et plus on a de respect, plus on aura. Donc ça, c'était aussi une forme de consommation extrêmement importante. Mais je vais vous parler vous parliez des ventes aux enchères. Il faut se méfier des ventes aux enchères en Chine, parce que sur 40% des lots qui sont vendus aux enchères en Chine ne sont pas réclamés, donc non payés. Donc il faut... Parce que ce qui est très important, c'est de faire des enchères, mais après, on oublie de venir pour chercher le paquet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, juste une question sur le thème de la contrefaçon. Quelle est votre approche de la contrefaçon en Chine? Alors, la contrefaçon, c'est une grosse question. Il y a beaucoup de contrefaçons en Chine, on le sait tous, sur tous les produits. Alors, on travaille beaucoup sur la contrefaçon, on travaille beaucoup sur le dépôt des marques, on travaille beaucoup sur tout un tas de choses. Et c'est vrai que je dis toujours, j'espère que les Chinois m'excuseront pour ça, je dis toujours que la Chine est un pays de non-droit aujourd'hui, et c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Les contrefaçons, pour que ça commence déjà avec le verre, en Chine on trouve quasiment à tous les coins de rue des gars qui sont capables de vous fabriquer la bouteille la plus typique et la plus compliquée qui soit. Donc déjà, on a beaucoup de difficultés pour se défendre contre la contrefaçon, c'est très difficile. Mais les Chinois et les douanes, je dirais que les douanes chinoises aujourd'hui nous aident beaucoup pour essayer d'assainir. Parce que, en plus, dans le cadre du vin, on est dans le cadre de produits consommables. Et donc, si les contrefaçons sont faites avec des produits dangereux, c'est très mauvais. Donc, pour nous, c'est très mauvais d'un point de vue d'image que les produits mal faits soient vendus. Et deuxièmement, pour le consommateur chinois, c'est dangereux aussi. Il fait qu'il y a une vraie entente entre les pouvoirs publics et les Français et les Européens, je dirais, pour trouver des solutions. On commence déjà à bien rétablir le système. Et c'est vrai qu'il y a des copies, il y a des conneries. Mais il aimerait maintenant pousser les consommateurs qui... Donc la contrefaçon change beaucoup en Afrique parce qu'elle est beaucoup poursuivie. Et donc on est dans un changement là qui se fait extrêmement vite. Il y a, c'est vrai qu'il y a encore 6 mois à sortir d'un magasin, vous prenez votre bouteille, vous choisissez votre étiquette, la filtre Rothschild, vous collez la filtre Rothschild. Mais là, si je suis allé voir, là les gens ne sont plus là. Ils ne sont plus là parce qu'un certain nombre sont en prison. Parce qu'il y a donc une vraie moralisation qui est en train de se mettre en route. Comme la culture du cadeau change complètement, donc avec le nouveau gouvernement, donc qui a interdit donc les cadeaux donc à moins de combien 100 €, enfin plus de 100 €. Donc là aussi, on a un changement de donne fondamental en Occident, donc il va falloir s'adapter. Oui. Et quand on faisait des dégustations, la première chose que l'on demandait dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est que les bouteilles vides soient cassées. À toutes les dégustations que nous faisons. Après la dégustation, on fait casser les bouteilles de façon à ce qu'il n'y ait pas de possibilité qu'elles soient remplies par la vie. Ils avaient des canules, sinon ils ont fait les N6 en ils avaient des canules qui arrivaient à chauffer le verre, ils vidaient, enfin, c'est extraordinaire. Ils amusaient des erreurs. On m'a montré une bouteille ici, donc tout était bon. Et en fait, ils avaient percé un trou en dessous. C'est ça. Donc, ils avaient vidé la bouteille, ils avaient vendu. Et ensuite, ils avaient rempli, ils avaient remis la pâte de verre, et donc on le voit vraiment qu'en mirant la bouteille. Ça, c'est très traditionnel. Un exemple de contrefaçon. Une question, oui, pardon. L'inventivité. Je voudrais une négation, en fait, c'est la question que j'allais poser.
Mais je continue sur la question. Est-ce qu'il y aura une possibilité, en fait, pour vendre directement de la France vers la Chine en faible quantité? Est-ce que le prix, le taxe, tout ça? Parce qu'aujourd'hui en Chine, il y a une crise qui est généralisée sur les aliments. Pas uniquement sur le vin, mais d'autres, etc., le cochon, tout ça. Mais comme la France produit beaucoup de vin, mais aussi d'autres aliments, est-ce qu'il y a une possibilité pour vendre directement de la France en Chine, comme à l'Internet et tout ça? Mais par contre, le transport, les taxes, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Je ne vais pas vous donner beaucoup de réponses. Aujourd'hui, pour acheter en Chine, pour importer en Chine, il faut un permis. Donc, il faut un permis d'importation. Donc, aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Mais on peut arriver à passer une de bouteilles en échantillon. Ça, c'est jusqu'il y a 6 mois, on pouvait le faire à Shenzhen très facilement. On venait avec caisse. Donc ici, ça coûtait $1 parce que les Chinois pouvaient passer de manière indéfinie en passant une bouteille. Donc le temps que vous passiez la douane, de l'autre côté, vous récupérez votre caisse, donc ici, et donc à $1 par bouteille. En fait, vous avez 48 bouteilles, vous passez 48 bouteilles. Là maintenant c'est fini. Mais en fait en France, par exemple, vous avez c'est la monnaie qui vend directement aux Français, ou aux Japonais, ou aux Américains. C'est un Chinois en Chine, il est connecté sur le site. Il nous met sa carte bleue, et le consommateur, il fait venir 10 bouteilles ou 100 bouteilles, une petite caisse, je sais pas, 60 bouteilles. Et dans ces cas-là, je dirais qu'il n'y a pas de problème de licence, parce que c'est une consommation personnelle. Mais ça résout le problème, surtout pour un petit producteur français. Un producteur français de 50 000 bouteilles ou 100 000 bouteilles, il ne peut pas aller vendre en Chine en gros quantité. Donc lui, il peut très bien monter à sa carte. Et le consommateur, il met consommateur chinois en Chine, il met sa carte bleue, il demande, on arrive. Est-ce que le goût permet, en fait, la question? Là, on va terminer quelques questions pour qu'on aura